Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Prof NS. Aujourd'hui, on va traiter la série de la leçon 1 du mécanique, mouvement et repos. On va traiter 12 exercices du manuel. Alors, en passant à l'exercice 1. L'exercice 1, c'est avec relation de définition. Relier chaque mot à sa définition. On a des mots et on a en parallèle des définitions. On va le relier avec elles. On a d'abord la vitesse. La vitesse, c'est le quotient de la distance parcourue par la durée du parcours. Son unité légale est le mètre par seconde. Le mouvement, c'est le déplacement d'un objet par rapport à un objet de référence, caractérisé par la trajectoire et la vitesse. Pour le mouvement circulaire, c'est le mouvement dont la trajectoire est un cercle. Pour la trajectoire, c'est l'ensemble des positions occupées au cours du temps par un objet qui se déplace. Pour le mouvement rectiligne, c'est un mouvement dont la trajectoire est une droite. Alors, pour l'exercice 2, sur la trajectoire, dans chaque situation, donnez le type de la trajectoire. On a pour première image, c'est une trajectoire qui est rectiligne. Deuxième image, trajectoire circulaire. Troisième image, trajectoire qui est circulaire. Pour quatrième image, trajectoire qui est curviligne. Alors, on passe à l'exercice 3. C'est un QCM. Choisir la bonne réponse. A. Une unité de mesure de la valeur de la vitesse est-ce que seconde par heure, seconde par mètre, heure par kilomètre ou mètre par seconde. Pour B, pour déterminer la valeur de la vitesse, il faut connaître la durée de parcours et la distance parcourue. La distance parcourue seulement, la durée de parcours seulement. Pour C, le mouvement est retardé si l'observateur est immobile. La valeur de la vitesse diminue, la valeur de la vitesse augmente. Alors on va répondre. Pour A, l'unité de mesure de la valeur de vitesse est mètre par seconde. Pour B, la valeur de la vitesse. Pour déterminer la valeur de la vitesse, il faut connaître la durée de parcours et la distance parcourue. Pour C, le mouvement est retardé si la valeur de la vitesse diminue. Ce sont des questions de cours. Pour l'exercice 4, je complète. Complétez les phrases en utilisant les mots suivants. Cercle, droite, translation, rotation, repos, référentiel, parallèle, rectiligne. On a une image de cycliste. Alors pour première phrase, dans le référentiel lié au cycliste, tous les points de la valve décrivent des. La valve est un solide mobile autour de l'axe de la roue. L'ensemble des points guidon est haut. Alors pour la première phrase, on a dans le référentiel lié au cycliste, tous les points de la valve décrivent des cercles. La valve est un solide mobile en rotation. Autour de l'axe de la roue, l'ensemble des points de guidon est repos. Donc, pour la deuxième phrase, dans le référentiel terrestre, si la trajectoire du cycliste est rectiligne, la droite passante par deux points A et B quelconques du guidon reste en permanence à sa position initiale. Le guidon se déplace en translation. Alors, dans le référentiel terrestre, si la trajectoire du cycliste est rectiligne, la droite passant par deux points A et B quelconques du guidon reste en permanence parallèle à sa position initiale. Le guidon se déplace en translation. Pour troisième phrase, l'état de repos ou de mouvement dépend du choisi.
Alors, l'état de repos ou de mouvement dépend du référentiel choisi. Pour la quatrième phrase, dans un mouvement de rotation, la trajectoire est un cercle. Dans un mouvement de translation, la trajectoire est une droite. En passant à l'exercice 5, qui est sur la nature du mouvement. Elle dit indiquer en justifiant ton raisonnement sur le schéma si le mouvement représenté est accéléré, uniforme ou retardé. On a ces trois schémas-là. Pour le mouvement 1, elle est un mouvement uniforme car l'écart entre deux points reste constant au cours du temps. Pour le mouvement 2, elle est accélérée car l'écart entre deux points augmente au cours du temps. Pour le mouvement 3, elle est retardée car l'écart entre deux points diminue au cours du temps. En passant à l'exercice 6, qui dit caractériser le mouvement. Qualifier les mouvements suivants en donnant deux adjectifs, un pour la vitesse et un pour la trajectoire, parmi rectiligne, circulaire, uniforme, accéléré, retardé. Alors, pour premier schéma ou mouvement, c'est un mouvement qui est rectiligne, retardé. Pour le deuxième, c'est un mouvement rectiligne, retardé. Pour troisième, rectiligne, uniforme. Pour quatrième, circulaire, uniforme. Pour sixième, circulaire, accéléré. Pour septième, rectiligne, retardé. Pour huitième, pour septième, elle est une curviligne uniforme. Et pour huitième, elle est curviligne, retardé, accéléré. Puisqu'il est en début, on a la trajectoire elle est curviligne. Et on a dans le début le mouvement, elle est retardée. Ensuite, elle devient accélérée. En passant à l'exercice 7 et sur la vitesse moyenne. On a des élèves réalisent des mesures de vitesse avec des jouets pour savoir lequel est le plus rapide et notent le résultat ci-dessous. Pour le scarabée, elle fait 3,16 secondes en 45 cm. Pour l'escargot, il fait 2,85 secondes en 50 centimes. Pour la coccinelle, il fait 2,33 secondes en 69,5 cm. Pour première question, la vitesse est égale au quotient de la distance parcourue par la durée du trajet. Écrire cette relation mathématique. Pour deuxième question, utiliser cette relation mathématique pour calculer la vitesse des jouets. Et pour la dernière question, conclure. Pour la première question, la relation de la vitesse moyenne est V est égal T sur T ou delta T. C'est la même chose. Pour deuxième question, pour le scarabée, on la note V1. V est égal à D sur T avec D est égal à 45 cm qui est égal à 45 fois 10 à la puissance moins 2 mètres qui est égal à 0,45 mètres. T est égal à 3,16 secondes. Alors, V1 est égal à 0,45 sur 3,16 qui est égal à 0,14 mètres par seconde. Pour l'escargot, on la note par V2. On a V2 est égal à D sur T avec D est égal à 50 cm. On le transforme en mètres, c'est-à-dire on multiplie fois 10 à la puissance moins 2. On aura
D est égal à 0,5 mètres. Et T est égal à 2,85 secondes. Alors, V2 est égal à 0,5 sur 2,85 qui est égal à 0,17 mètres par seconde. Pour la cosinelle, on a V3 est égal à D sur T, avec D est égal à 69,5 cm, qui est égal à 69,5 fois 10 à la puissance moins 2 mètres, qui est égal à 0,695 mètres. Et T est égal à 2,33 secondes. Alors V3 est égal à 0,695 sur 2,33, qui est égal à 0,29 mètres par seconde. Pour troisième question, on conclut que la vitesse cosinelle est supérieure à la vitesse de l'escargot, qui est supérieure à la vitesse de scarabée. On passe à l'exercice 8, qui est sur mobile ou immobile. Un train roule à vitesse constante en traversant une gare. Un voyageur immobile sur le quai regarde le train passer et voit un enfant assis dans le train. Première question, quel est le mouvement de l'enfant par rapport au train? Deuxième question, quel est le mouvement de l'enfant par rapport au quai de la gare? Pour la première question, quel est le mouvement de l'enfant par rapport au train? On a le mouvement de l'enfant par rapport au train est immobile, c'est-à-dire en repos. Pour la deuxième question, quel est le mouvement de l'enfant par rapport au quai de la gare? Le mouvement de l'enfant par rapport au quai de la gare est mobile, c'est-à-dire en mouvement, puisque le train elle est en mouvement aussi. On passe à l'exercice 9, qui est sur trajectoire. Relier la situation à la bonne trajectoire. On a des situations et on va le relier avec est-ce qu'il est trajectoire rectiligne ou trajectoire circulaire. On a une pierre en chute libre. Elle va suivre une droite, alors c'est une trajectoire qui est rectiligne. L'extrémité d'une hélice d'une éolienne. Il décrit un cercle, c'est-à-dire une trajectoire circulaire. La valve d'un ballon de football. Elle décrit un mouvement qui est circulaire, c'est-à-dire que la trajectoire est circulaire. Un bol placé sur un plateau du micro-ondes. Elle décrit un mouvement d'un cercle, alors c'est une trajectoire qui est circulaire. Un skieur sur un tire-fesse, c'est une trajectoire qui est rectiligne puisqu'il est droite. Une voiture sur une autoroute, on suppose que l'autoroute est une droite, alors c'est une trajectoire qui est rectiligne. En passant à l'exercice 10, qui est caractériser un mouvement. On a des mouvement numéro 1, mouvement numéro 2, mouvement de la nacelle et mouvement de skieur. Première question, donnez les caractéristiques du mouvement du motard, c'est-à-dire mouvement 1 et 2, mouvement de la nacelle, du mouvement du skieur. Pour le mouvement 1 du motard est rectiligne uniforme, puisqu'il est la distance entre deux points, elle reste constante au cours du temps. Pour mouvement 2 est rectiligne accéléré, puisque la distance entre deux points augmente au cours du temps. Pour le mouvement de la nacelle est circulaire uniforme et le mouvement de skieur est curviligne. En passant à l'exercice 11, qui est sur la conversion des unités. Première question, convertir en mètres par seconde les vitesses suivantes. 50 km par heure, 90 km par heure, 110 km par heure, 130 km par heure. D'abord, on a quand on convertit km par heure en mètres par seconde,
on divise par 3,6. Alors, l'exercice devient très simple. On a 50 km par heure est égal à 50 sur 3,6 qui est égal à 13,88 mètres par seconde. 80 km par heure qui est égal à 90 sur 3,6 qui est égal à 25 mètres par seconde. On a 110 km par heure qui est égal à 110 sur 3,6 qui est égal à 30,55 mètres par seconde. On a 130 km par heure qui est égal à 130 sur 3,6 qui est égal à 36,11 mètres par seconde. Pour deuxième question, convertir en kilomètres par heure les vitesses suivantes. On a la vitesse du son dans l'air qui est à 330 mètres par seconde. La vitesse de la lumière dans le vide qui est 300 fois 10 à la puissance 3 km par seconde. La vitesse du centre de la Terre sur son orbite autour du Soleil, c'est 30 km par seconde. La vitesse du centre de la Lune sur son orbite autour de la Terre, c'est-à-dire 1 km par seconde. On a pour 330 mètres par seconde la vitesse du son dans l'air qui est égale à 330 fois 3,6 qui est égal à 1188 km par heure. Pour la vitesse de la lumière dans le vide qui est égale à 300 fois 10 à la puissance 3 km par seconde, on convertit le seconde en heure en divisant par 3600. Alors on obtient 300 fois 10 à la puissance 3 sur 1 sur 3600 qui est égal à 1,08 fois 10 à la puissance 9 km par heure. Pour la vitesse du centre de la Terre sur son orbite autour du Soleil, on a 30 km par seconde qui est égal à 30 fois 3600 qui est égal à 108 fois 3 fois 10 à la puissance 3 km par heure. Et la vitesse du centre de la Lune sur son orbite autour de la Terre qui est égale à 1 km par heure, c'est-à-dire on a 1 fois 3600 qui est égal à 3600 km par heure. En passant au dernier exercice sur le freinage d'un motocycle. On a un motocycle qui se déplace sur une route rectiligne à vitesse constante, V est égal à 20 mètres par seconde. Un obstacle lui apparaît soudain à la distance D qui est égale à 40 mètres. À partir de l'instant où l'obstacle est vu, le motocycle décide de s'arrêter pour éviter le choc. La durée de contre-réaction du motocycle est delta TR qui est égal à 1 seconde. Pour la première question, calculez la valeur de la distance d'arrêt DA sachant que la route est sèche et distance de freinage DF qui est égale à 20 mètres. Y a-t-il choc de la moto avec l'obstacle? Justifiez la réponse. Pour la première question, on a comme donnée la vitesse qui est égale à 20 mètres par seconde. On a la distance de l'obstacle qui est égale à 40 mètres et la durée de réaction qui est 1 seconde. On sait que la distance d'arrêt, c'est la somme de la distance de réaction plus la distance de freinage, avec distance de réaction qui est égale à V fois le temps de réaction, delta TR. On fait une application numérique qui est égale à 20 fois 1, alors la distance de réaction c'est 20 mètres. Et on a distance de freinage qui est égale à 20 mètres. Alors, distance d'arrêt qui est égale à 20 plus 20 qui est égale à 40 mètres. Puisque la distance d'arrêt qui est égale à la distance entre motocycle et l'obstacle, alors il n'y a pas de choc. Pour deuxième question, quelle serait la valeur de la distance d'arrêt DA si la route était mouillée? Et DF est égal à 30
mètres. Y a-t-il choc de moto avec l'obstacle dans ce cas? Justifiez la réponse. Pour deuxième question, on sait que dr, c'est-à-dire la distance de réaction, ne change pas car on n'a pas changé la durée de réaction ou la vitesse. Alors, distance de réaction est égale 20 mètres. On a distance de freinage qui est égale 30 mètres. Alors, distance d'arrêt, c'est la somme des deux distances qui est égale 20 plus 30 qui est égale 50 mètres. D'où on aura un choc puisqu'on a la distance d'arrêt, elle est supérieure à la distance qui sépare le motocycle avec l'obstacle. Pour la dernière question, déduire le facteur qui influence sur la distance d'arrêt. Le facteur influençant est la nature de la rue, c'est-à-dire est-ce qu'elle est sèche ou mouillée. Merci pour votre attention et à bientôt.